De retour sur YouTube. I just can't believe it. Je suis émue en fait, ça me fait quelque chose. On va pas pleurer sur YouTube au bout de la troisième vidéo, faut pas abuser quand même. Hi guys! Comment vous allez? Comment ça va depuis la semaine dernière? Bienvenue dans ce premier Deep Talk! Aujourd'hui, on va parler de mon parcours scolaire, qui est assez atypique. Vous allez voir tout au long de cette vidéo qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas facile pour moi de parler de mon parcours scolaire, c'est pour ça qu'on parle sur un Deep Talk, parce que je vais pas juste vous dire oui, j'ai fait ça en telle année, oui, j'ai fait tel choix. Je vais vous expliquer comment les choses se sont goupillées pour moi. Je préfère tenir le micro comme ça parce que quand je l'attache, j'ai remarqué que le son est pas ouf et je pense que c'est important que vous puissiez entendre toutes les choses que j'ai à vous dire. Si je regarde un petit peu là, c'est normal, c'est parce qu'il y a des notes. Oui, cette fois-ci, j'ai pris des notes. J'ai décidé d'être sage parce qu'il y a énormément de choses à dire et que même avec les notes, je sais que je vais m'éparpiller. Donc voilà, mais soyez pas choqués du coup si je regarde un petit peu là. Ce que je vous conseille là, c'est de prendre une pizza, des pop-corn, un thé, de l'eau, parce que ça va blablater. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que comme on dit pas aux gens de s'abonner, ils y pensent pas. Ça permet aussi à la personne d'avoir de la visibilité, donc si jamais vous aimez mon contenu, bien qu'il n'y ait que 3 vidéos, au moins vous aimez le contenu qui y aura dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on va directement attaquer le vif du sujet. Dans cette vidéo, effectivement, on va parler de mon parcours scolaire, mais je me suis dit que c'était aussi une très bonne occasion de me présenter. Parce que c'est vrai que dans la première vidéo, j'ai dit que je m'appelais Jenny, que j'habitais dans le sud de la France. Dans la deuxième vidéo, je vous ai dit que j'habitais à Bordeaux. Mais là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. J'ai 29 ans. Je suis née en 95, donc si vous faites le calcul cette année, je vais avoir l'âge fatidique, l'âge que je ne voulais pas avoir. Mais bizarrement, maintenant, plus j'approche les 30 ans, et plus je me dis, ça pourrait être bien en fait, ça peut être cool. Mais bon, bref. On va commencer du début. J'ai grandi à Bordeaux. Donc ma maternelle, je l'ai fait à Bordeaux. J'ai déménagé dans une petite banlieue à côté de Bordeaux en primaire avec mes parents. Donc du coup, après, j'ai fait ma primaire. Maternelle, primaire, en vrai, il n'y a rien à dire. Tout se passe bien. J'aimais beaucoup l'école. J'étais quelqu'un de très curieuse. Je suis arrivée au collège. Et au collège aussi, j'aimais trop l'école. Mais au collège, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que l'école, c'est devenu un petit peu plus compliqué pour moi. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé au collège, parce que sinon il y aura pas d'autres vidéos deep talk si je vous dis tout là maintenant. Là, on va être vraiment axé sur mon parcours scolaire et mon travail, et cetera. D'ailleurs, je vous ai pas dit, en novembre, j'avais demandé à des personnes de me poser des questions, sur Instagram par rapport à mon travail et je vais d'abord parler de mon parcours scolaire, ensuite je vais parler un petit peu de «mon travail» entre guillemets et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Mais je vais pas faire questions-réponses, je pense que je vais aborder certains sujets et des questions que j'ai écrites vont peut-être correspondre à certains sujets. Du coup, je répondrai au fur et à mesure comme ça. Peut-être que je répondrai pas à toutes les questions. En tout cas, je vais y répondre dans cette vidéo également. Au collège, il s'est passé beaucoup de choses qui ont marqué ma vie. Déjà, j'ai subi de l'harcèlement en 5e. J'en ferai une vidéo. J'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui subissent de harcèlement, peut-être qui sont pas au collège, parlez-en. Parce que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'en ai parlé à personne et sur le moment, j'avais l'impression de gérer ça et de pas vraiment y prêter attention, mais en vrai, je sais que ça a eu énormément d'impact sur moi. J'ai vécu un autre événement traumatisant du coup de l'été de la 5e à ma 4e, qui a fait que quand je suis revenue en 4e, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire assez sévères. Ça aussi, ce sera un deep talk et on en parlera. Moi, je pars du principe que toutes les choses que l'on vit, elles sont faites pour être partagées en fait. Sinon ça sert à rien. Si tu vis pour rien partager, ça sert à rien en fait. J'ai subi du coup plusieurs hospitalisations suite à ça. Ça m'a un peu découragée. J'étais plutôt une bonne élève, sans vouloir me vanter. J'aimais trop l'école, j'aimais beaucoup travailler et j'aimais énormément les matières scientifiques. J'aimais avoir des bonnes notes, j'aimais réviser, j'aimais lire, j'aimais vraiment l'école. J'ai été hospitalisée en 3e, le dernier trimestre. Du coup, quand je suis revenue, j'ai passé mon brevet, j'ai eu mon brevet et j'ai re-été hospitalisée en septembre. Ce qui fait que moi, quand je suis rentrée au lycée, bah, j'étais pas au lycée, j'étais à l'hôpital. On étudiait par le CNED. Donc le CNED, c'est un organisme où vous pouvez suivre en fait vos cours à distance. Si tu avais pas des contrôles continus, mais tu avais des exercices à rendre à telle période et puis tu avais des examens à telle période pour valider ton année. La seconde, je l'ai fait entièrement hospitalisée et je l'ai fait par le CNED. Sauf que comme j'étais à l'hôpital, on avait quand même cette chance d'avoir des professeurs qui venaient
nous enseigner pour chaque matière. Donc c'était pas juste, toi toute seule tu révises et tu fais tes exercices, tu avais quand même des professeurs qui nous encadraient et du coup, c'est pas que j'aimais moins l'école, mais déjà j'avais plus rapport avec l'école. Tu vois moins de gens, les personnes que tu vois, elles sont hospitalisées également, tu pas forcément bien. Malgré ça, je me rappelle, je m'en étais plutôt bien sortie en seconde, mais je sais que quand je suis arrivée au collège, vu que j'aimais énormément les matières scientifiques, je voulais faire S. Moi, je voulais faire scientifique. Je voulais être médecin, comme mon papa qui est médecin. Je pense que typique de la plupart des enfants qui ont des parents qui font tel ou tel métier. Souvent, on admire nos parents et on veut faire un métier qui leur ressemble. Ma mère travaille aussi dans le domaine médical, donc du coup, j'étais en mode, moi aussi, je dois être dans le domaine médical. Et c'est quelque chose qui m'attirait en plus énormément. Sauf que, quand je suis arrivée à l'hôpital, je vais pas vous mentir, je vais teaser un petit peu cet épisode, mais j'avais vraiment l'impression, déjà que j'allais pas m'en sortir et j'avais vraiment l'impression que les études, c'était plus fait pour moi. J'avoue que j'étais un peu dans une époque où j'étais défaitiste. J'avais l'impression que j'allais rester à l'hôpital pour toujours ou que j'allais mourir et que dans tous les cas, bah, les études, c'était plus très, très important. Donc je me rappelle, je me suis dit: «Je sais que S, ça va être compliqué» et moi, j'avais des facilités à l'école quand même. J'étais pas le genre de personne qui révisait pendant longtemps pour avoir des bonnes notes et une mémoire auditive et visuelle. Donc à partir du moment où déjà, je renote mes cours et si je suis attentif, je retiens 70. Mais je savais que S, c'était compliqué et du coup, je me suis dit: «Autant prendre une filière qui va être facile pour moi» et du coup, je me suis plutôt dirigée vers les bacs technologiques où je savais que j'allais avoir beaucoup moins de difficultés, que ça allait me demander beaucoup moins d'efforts et du coup, j'ai choisi ST2S. Je sais pas si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui, mais c'est sciences, technologies, santé et sociales avec du coup en matière principale biologie coef 7, sciences et santé et sociales coef 7 également, puis tu avais des gros coef en maths et physique il me semble, c'était coef 5. Quand je suis arrivée en première, j'ai continué par le CNED, mais j'ai changé d'hôpital. Je n'étais plus sur Bordeaux du coup. Selon l'état dans lequel tu te trouvais, tu avais le droit de faire certaines choses ou pas. Par exemple, si on estimait que tu étais assez en forme pour aller au lycée, on t'inscrivait dans un lycée. Au début, je me sentais bien, donc du coup, j'ai commencé ma première, mais au bout de quelques mois, ma santé mentale a commencé à se dégrader. Du coup, j'ai arrêté. En gros, j'ai fait 2 mois en première et pendant tout le reste du temps, j'ai absolument rien fait. L'année qui a suivi, ça allait un peu mieux. Du coup, ils m'ont mis dans un lycée à Pau et pareil, au bout de 6 mois, ma santé s'est dégradée et du coup, j'ai totalement arrêté. Donc 2 ans où j'ai rien fait. J'ai dû refaire 3 fois ma première et au final, je l'ai faite à Bordeaux quand je suis sortie de l'hôpital en entier où j'avais pas trop de difficultés, mais là, par contre, j'étais vraiment dégoûtée de l'école. Quand je vous dis les gars, j'étais dégoûtée de l'école, c'est que je me rappelle, j'avais quand même des notes, assez correctes. J'étais pas aussi bonne que quand j'étais au collège ou quand j'étais en seconde, mais j'avais des notes correctes. Par contre, je séchais tout le temps les cours. Quand je vous dis je séchais tout le temps les cours, j'avais des 140 heures d'absence, et cetera. Je me sentais plus à ma place à l'école et j'étais un petit peu dégoûtée parce que, bah, les gens avec qui j'avais grandi étaient déjà, avaient déjà eu leur bac en fait, étaient déjà en terminale, avaient déjà eu leur bac et moi j'étais encore au lycée. Je trouvais ma situation tellement injuste qu'il y avait quelque chose en moi, c'était un peu de la colère, de l'orgueil. J'avais plus trop d'ambition, je savais plus trop ce que je voulais faire et en général, quand tu fais ST2S, la plupart des gens qui prennent cette filière, après elles font infirmière ou infirmière anesthésiste, assistante sociale. J'aimais beaucoup la psychologie et je pense aussi que c'était par rapport à ce que j'avais vécu et du coup, je me suis dit: «OK, moi j'ai envie de faire de la psychologie», mais je sais que c'était un petit peu par dépit. De base, j'aurais voulu être médecin. Est-ce que c'est ce que je veux toujours aujourd'hui? Non. J'ai continué à aller à l'école, mais j'avoue que je faisais plus trop d'efforts. J'ai passé mon bac comme ça. Je l'ai eu, mais je vous avoue que, pour être honnête, j'ai pas révisé. Je savais que j'avais une mémoire auditive et visuelle. Je suis allée en cours tous les jours. J'ai séché aucun cours en terminale et à chaque fois, je faisais des notes. Juste avant chaque matière, j'ai relu mes notes. À cette époque-là, laisse tomber, j'aimais que sortir. Maintenant, après le bac, qu'est-ce qui s'est passé? Et la vie, c'est pas facile dès j'ai voulu aller en psycho. À l'époque où j'ai postulé pour la psychologie, c'était du tirage au sort. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui et j'ai pas été tirée au sort. J'ai essayé une fois, j'ai essayé un recours, j'ai pas été tirée au sort et je me rappelle à l'époque, ça m'avait vraiment énervée. Je connaissais des personnes, en tout cas autour de moi, qui avaient eu des dossiers moins bons que moi, qui, elles, avaient été tirées au sort. Et j'étais en mode: «Pourquoi?» Je me suis dit: «OK, je peux pas arrêter les études, il faut que je fasse quelque chose» et du coup, j'avais postulé à plusieurs filières et je me suis dit: «J'irai là où on m'acceptera». Vraiment, j'avais pris des trucs au pif. J'avais pris, psycho, après j'avais pris sociaux et après j'avais pris lettres étrangères appliquées. Dans les lettres étrangères appliquées, j'avais choisi anglais-chinois. Maintenant, devinez où j'ai été pris, bien sûr. En lettres étrangères appliquées, anglais-chinois et en même temps, je me rappelle que j'ai commencé à travailler à McDo. Ce choix-là, vous allez voir que c'est un choix qui
m'a amené beaucoup de bénédictions et de bonnes choses par la suite dans ma vie. Donc je faisais fac, lettres étrangères appliquées, McDo. Je vais pas vous mentir, on va pas trop s'attarder sur le sujet fac parce que j'ai tenu un semestre, je me suis cassé la figure en mandarin, d'accord? En anglais, j'étais très bonne, j'avais des très bonnes notes, mais en mandarin, c'était 0 et en plus de ça, j'ai choisi une filière qui ne m'intéressait pas. Comment vous dire que j'en avais rien à faire, voilà, disons les termes. Je n'avais rien à faire de la fac et au bout d'un moment, j'ai lâché et du coup, j'ai continué à travailler à McDo pendant 1 an et demi. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, je savais pas où je voulais aller, je ne faisais que le McDo à temps plein et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, des personnes avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Honnêtement, je vais vous dire la vérité parce que là, on est dans un deep talk. Quand j'ai travaillé au McDo, je voyais ça comme un échec parce que je voyais les personnes autour de moi faire des études, aller en master. Je voyais les gens autour de moi avancer et moi, je travaillais au McDo et je savais pas où je voulais aller. Et j'avais, du coup, c'était jusqu'à mes 22 ans. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, McDo, ça a commencé à me saouler. C'est fatigant et en plus, t'es hyper mal payé. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que t'aimes faire? Il y a un truc que j'ai quand même aimé au McDo, c'était la vente. J'aime vraiment le contact en fait avec l'humain. Et la fac, c'est pas fait pour moi. La fac, c'est fait pour les gens qui ont un mental. Je n'avais pas ce mental. La fac, c'est pour les warriors. La fac, c'est pour les gens qui sont déterminés et qui savent pourquoi ils y vont. Moi, je savais que j'avais besoin d'un cadre. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai cherché les BTS qui pourraient le plus m'intéresser. Et du coup, je suis tombée sur le BTS NRC. J'ai un petit peu regardé les cours et je me suis dit, ok, je veux faire ça. Je peux aller dans une école payante. Dieu merci. Mon papa m'avait payé mes années. J'avais commencé à chercher une alternance. Je ne l'avais pas trouvé à temps. Je crois qu'aujourd'hui, ce BTS s'appelle NRDC parce que c'était négociation, relation, client. Et je crois que maintenant, c'est négociation, relation, digitale et client. Vous me corrigerez si c'est pas ça, mais il me semble que c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce BTS? C'était obligatoire de faire un stage parce qu'on avait un dossier à rendre du coup sur l'entreprise et il fallait que ce soit un stage, soit une alternance. J'ai trouvé un stage dans une école de mode et c'est là que j'ai commencé à développer un amour pour la mode. Je vais vous expliquer ce que je faisais dans ce stage. En gros, je travaillais avec une association qui s'appelle Home Mode Event. Amina, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo, big up à toi parce que c'est grâce à toi que j'ai pu faire ce stage. C'était une association en fait qui organisait les événements de l'école de mode qui s'appelle IBSM. Ils organisaient des shootings photos, les défilés de fin d'année et des fois on faisait des défilés même pour des magazines comme Bordeaux Madame. J'organisais des événements. Et du coup, il y avait un petit peu de négociation parce que du coup, bah, il fallait négocier les lieux où on trouvait, il fallait négocier avec des photographes, il fallait négocier avec des vidéastes. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, que déjà, j'ai énormément aimé organiser. Je travaillais avec Amina et Amina, c'est elle qui gérait, qui faisait la gestion de tous les événements et moi, je l'aidais. J'allais l'aider à chercher des modèles, j'allais l'aider à chercher des photographes, j'allais l'aider à chercher des vidéastes, des maquilleuses, des coiffeuses, des stylistes. Bref, en tout cas, moi, j'ai aidé à l'organisation pendant ce stage et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça. J'ai tellement aimé faire ce stage que carrément le BTS à côté, je l'ai un petit peu oublié, je vous avoue. D'ailleurs, il faut que je précise quelque chose. J'ai un ami qui a travaillé avec moi au McDo, qui se lançait en tant que réalisateur. Moi, je cherchais des vidéastes pour un événement, un événement où il y avait des célébrités de télé-réalité, etc. Et on avait organisé un défilé et je l'avais booké en tant que vidéaste. C'est très important que vous puissiez noter cette information. On a travaillé ensemble au McDo. Il s'est lancé en tant que réalisateur et suite à ça, moi, pendant mon stage, je l'ai booké et à ce moment-là, on a gardé notre amitié, mais on a aussi gardé un lien très professionnel. D'ailleurs, je me rappelle que quand je travaillais au McDo, j'ai commencé à faire de la photo sur les réseaux. Et cet ami-là, dont je vous parle, il se lançait déjà quand on était à McDo parce que je me rappelle qu'il avait fait un mini court-métrage et il m'avait pris en tant que modèle. Je pensais à l'époque que la photo m'avait aidé à prendre confiance en moi. Aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a juste aidé à m'aimer physiquement. Mais j'avais pas forcément confiance en moi parce que pour avoir confiance en moi, il a fallu que je guérisse de certaines blessures. Parenthèse fermée. On revient sur le BTS. Mon BTS, je l'ai loupé. Et c'était très très dur pour moi. Quand je vous dis je l'ai loupé, je crois que j'étais même pas au rattrapage. Et j'avais tellement honte parce que mon père payait mes études. Et je me disais, mais comment je vais dire ça à mon père? Mais comment je vais faire? Mais comment si? Mais comment ça? Etc. etc. Bah, après avoir loupé mon BTS, j'ai pris une décision radicale. De base, je me suis dit, oui, je vais repasser mon BTS l'année prochaine. Et je vous avoue, dans la vie, on dit qu'il faut pas avoir de regrets. Je pense que je regrette de ne pas l'avoir fait. Si jamais j'ai envie de faire une licence, par exemple, il faut que je refasse mes 2 ans de BTS. Alors que là, de base, bah, j'avais juste à refaire 1 an et à le passer à la fin de l'année. Et même, j'avais pas besoin de faire 1 an parce que vu que j'avais fait les 2 ans, j'aurais pu le repasser en candidat libre juste sans forcément faire une année. Parce qu'en vrai, je le voulais vraiment, ce BTS. Si vous voulez vraiment faire quelque chose et que vous le loupez, recommencez, persévérez. Moi, j'ai pas persévéré. Mais je suis pas restée sur cet échec. Je ne reste jamais sur un échec. Mais je me suis dit,
Bon, moi, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup les photos. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Paris. J'avais énormément d'amis qui habitaient sur Paris. J'ai grandi sur Bordeaux, mais j'ai toujours été entre les 2 villes parce que j'ai beaucoup, beaucoup de famille à Paris. J'aime être en contact avec la clientèle. Donc, j'ai fait une formation pour être hôtesse d'accueil et j'ai fini du coup par, travailler en tant qu'hôtesse d'accueil dans un cabinet d'avocats sur les Champs-Élysées et j'étais à mi-temps. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des photos et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir des mini jobs et je vous avoue, ça a toujours été des petits salaires, hein, et je vais pas vous mentir, j'aimais beaucoup la vie parisienne. Vous savez, mon ami avec qui j'ai travaillé au McDo, qui se lançait en tant que réalisateur, mais à ce moment-là, lui, il travaillait beaucoup sur Paris. Il a vu que j'étais sur Paris et du coup, il a commencé à me dire: «Est-ce que ça t'intéresse que je puisse te former pour que tu puisses être directrice de production sur mes clips?» A win is a win. A win is a win. A win is a win. I don't care what y'all say. A win is a win. Et c'est vraiment la mentalité que j'avais à Paris. Toute proposition, surtout tout ce qui était lié au domaine artistique, tu me proposes, je prends. Bon, j'avais certaines limites quand même, d'accord? Au début, j'étais pas payée. Au début, j'allais sur ces tournages, ils me montraient comment négocier un prix, ils me montraient comment avoir tel contact pour pouvoir négocier des lieux, pour pouvoir trouver des modèles. En fait, il m'a vraiment donné un certain réseau qui m'a permis aussi d'avoir accès à beaucoup de choses. J'ai essayé de vous expliquer en bref à quoi consistait vraiment, mon travail de directrice de production parce que c'est vrai que je parlais beaucoup de ce travail sur Instagram et les gens, ils comprenaient pas trop ce que je faisais. Mais en gros, je vais résumer en gros, on va pas rentrer dans les détails. Le réalisateur, il va faire un mood board. Moi, je vais budgétiser le mood board. Je vais essayer d'analyser les moyens matériels et les moyens humains. Donc, le matériel, en général, tout ce qui concernait la vidéo, je laissais le réalisateur gérer ça. Parce que moi, je vais pas mentir, je m'y connaissais pas. Moi, j'allais gérer les moyens matériels en mode la déco, s'il faut louer des voitures, s'il faut louer un appartement. Ça, c'était les moyens matériels. Maintenant, les moyens humains, c'est si jamais on avait besoin d'un styliste, si on avait besoin d'une make-up artiste, si on avait besoin de figurants, si on avait besoin de danseurs. C'est moi qui m'occupais en fait du coup de gérer tout ça et d'optimiser le budget. Mon but à moi était de budgétiser le clip, d'optimiser le budget et de gérer la coordination entre tous les intervenants. Ça fait beaucoup de travail, en vrai de vrai. J'aimais trop ce taf. Il a commencé à me former en 2020, mon premier clip où j'ai été rémunérée, parce qu'en 2020, il y a eu le Covid et tout. Et je crois que le premier clip où j'ai été rémunérée, on l'a fait fin 2020. À ce moment-là, fin 2020, vu qu'il y avait eu le Covid, j'avais arrêté mon travail en tant qu'hôtesse d'accueil parce que pendant le Covid, moi, j'avais absolument pas travaillé. J'étais au chômage. D'ailleurs, je crois que j'ai eu une question par rapport à ça et je vais y répondre. Attendez, hein, j'essaie de trouver la question. Qu'est-ce que tu aimes dans la création de contenu, que ce soit ton travail en tant que directrice artistique et ton travail dans les clips? Bon, du coup, avant de répondre à la question, je pense qu'il est quand même important que je vous parle de mon travail en tant que directrice artistique, parce que sinon vous n'allez pas comprendre, parce que je faisais pas du tout la DA dans les clips. En tant que directrice de production, du coup, bah, j'étais rémunérée sur les projets que je faisais, mais je ne vivais pas que de ça. Tout simplement parce que je pense que je faisais pas assez de clips. Je faisais aussi des petits jobs à côté. Comme je vous avais dit à l'époque, j'aimais énormément imaginer des shootings et les réaliser. Et souvent, je me prenais moi-même en tant que modèle. Au début, c'est ce qui se passait. Et il y a une amie à moi, je vais me permettre de citer son prénom parce que dans tous les cas, vous la connaissez. Enfin, vous la connaissez. Pour toutes les personnes qui m'ont suivi mon compte Santa Fe sur Instagram, vous la connaissez. C'est Eva. Elle et moi, on avait fait pas mal de projets ensemble. Où moi, à chaque fois, j'avais des idées et je lui disais, ouais, j'ai envie de faire tel shoot. Et à chaque fois, elle me disait, ah ouais, vas-y, je suis chaud. Et à chaque fois, elle rajoutait des idées, ce qui faisait que le shoot que j'avais en tête de base était encore mieux. À chaque fois que je postais ces shoots-là, j'avais des trop bons retours sur Instagram. Et on avait tellement de bons retours. Et un jour, on s'est dit, mais vu qu'on arrive si bien à travailler toutes les deux, pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Pourquoi on n'en ferait pas un projet? Et c'est comme ça qu'est né le projet Santa Fe. Il faut savoir que sur Santa Fe, même si on a eu des clients, on ne s'est jamais rémunéré. On imaginait tout de A à Z, genre que ce soit les tenues, que ce soit les univers. De toute façon, je pense que là, je vous parle de Santa Fe. Je vais vous mettre quelques shootings qu'on a fait. Je vais aussi vous mettre le Instagram, même si on a supprimé pas mal de choses. Et de là, je vais répondre à la question, qu'est-ce que j'aime autant dans la création de contenu? Que ce soit en tant que directrice artistique, du coup, pour Santa Fe ou mon taf en tant que directrice de production dans les clips. Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à la question? Je sais pas vous expliquer comment ça m'anime. Pour moi, quand tu aimes vraiment ce que tu fais, c'est que tu fais quelque chose et que tu comptes pas les heures. Et que ce soit quand j'étais directrice artistique pour Santa Fe, que ce soit les événements que je faisais, genre, que ce soit les moments où j'étais directrice de prod, je pouvais travailler. Mais là, je dis ça sans rire, hein. J'ai déjà fait un clip où je travaillais de 8 heures à 20 heures sans manger, sans faire de pause, alors que j'avais mes règles. Je pouvais travailler sans compter les heures. Pour moi, en fait, le fait de créer du contenu, c'est aussi le fait de pouvoir montrer au monde entier ce que tu es,
ce que tu aimes sans avoir besoin de parler. Et je vais répondre justement à une autre question. Comment s'est passée la transition entre le moment où tu as décidé d'arrêter ton travail qui était aussi ta passion? Pour les personnes qui ont regardé le premier épisode où je me suis rapprochée de Dieu, il y a beaucoup de choses que j'ai remises en question. Et tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que justement, pour moi, le fait de créer du contenu, c'est la meilleure manière de montrer au monde ce que tu es à l'intérieur de toi à travers des photos. Et la raison pour laquelle, du coup, j'ai arrêté mon travail pendant un certain temps, Santa Fe, c'était vraiment ma passion. Malheureusement, en réalité, quand je faisais Santa Fe, mentalement, psychologiquement, j'étais pas au top de ma forme. Dans certains shootings, d'ailleurs des shootings qu'on n'a pas forcément laissés sur la page Instagram, donc que vous ne verrez pas, je sais pas comment vous expliquer. Il y avait des moods de shooting qui étaient tellement dark. Et c'est pour ça que j'ai arrêté pendant un moment. Et en vrai, j'en ai pas souffert, ça s'est hyper bien passé parce que Dieu était vraiment en train de me révéler les blessures que j'avais, cette envie de revanche aussi sur la vie, de montrer aux gens que j'étais pas qu'un échec et ça se voyait en fait. Il fallait que j'arrête un petit peu, la création de contenu, que j'arrête un petit peu Santa Fe, que j'arrête un petit peu même d'être directrice de prod pour vraiment savoir aussi ce que je voulais montrer au monde. Est-ce que je voulais montrer au monde une Jenny qui était brisée, une Jenny qui voulait absolument prouver que ce n'est pas un échec, que ce n'est pas une victime? Ou est-ce que j'ai envie de montrer au monde à quel point Dieu m'a guéri, m'a restauré, m'a changé et m'a libéré en fait? Là, je commence à reprendre la création de contenu, mais depuis 2023 à peu près, j'avais totalement arrêté. Je crois que le dernier clip que j'ai fait, c'était peut-être en 2023. Après, en tant que directrice de production, est-ce que je vais reprendre un jour? Je sais pas. Vous devez vous demander, ok, mais si en 2023, tu as arrêté d'être directrice de production, si tu fais plus sans taffer, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, il faut savoir que par la grâce de Dieu, j'ai quand même eu des collaborations. Ce serait mentir de vous dire que je suis en capacité de vivre que de partenariats avec de collaborations. Malgré le fait que je n'ai pas eu ce BTS, j'ai pu travailler en tant que commerciale indépendante, du coup à mon compte, mais pour une boîte l'année dernière. Jusqu'au mois dernier, j'étais encore conseillère commerciale pour une boîte de com, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais Dieu seul sait où je serai en avril. Je ne vis pas que des réseaux. J'ai des jobs à côté. C'est pas le cas tout le temps. C'est pas le cas en ce moment. Mais vous inquiétez pas dans tous les cas. Là, cette aventure, je la fais avec vous. Donc, je serai transparente avec vous sur ce que je fais quand je le ferai. Donc voilà, ce qui m'emmène à répondre à une autre question qu'on m'a posée. Quels sont les impacts de ta relation avec Dieu sur ta créativité? Et maintenant, dans tout ce que je fais, je vais d'abord dans la prière. Et si je suis pas convaincue que je dois le faire, je le fais pas. Même pour YouTube, il y a plein de trucs que je vais faire, mais si je suis pas convaincue, je le ferai pas. On m'a demandé qu'est-ce que j'aimais faire aussi à côté de mon travail, qu'est-ce que j'aimais faire de mon temps libre. Alors, en ce moment, j'avoue, j'ai pas trop de temps libre. J'aime lire, j'aime apprendre, j'aime regarder des vidéos YouTube, j'aime voyager, j'aime découvrir de nouvelles choses, aller voir des expos, essayer de nouvelles choses. Par exemple, l'année dernière, j'ai essayé la boxe, j'ai énormément aimé la boxe, j'aime trop le sport. Donc voilà, on m'a dit, pas de questions, mais parle de tes projets. Mes projets, c'est YouTube. Les questions que je suis en train de répondre là. J'avais mis en novembre sur Instagram, posez-moi des questions, j'y répondrai dans une vidéo YouTube. Voilà, la vidéo YouTube, elle est sortie là, maintenant. Donc maintenant, je vais arrêter d'utiliser mes projets. Si c'est pour les faire 6 mois après, ça sert à rien. Et dans tous les cas, je pense que si vous continuez à me suivre, ben, vous les verrez en fait. Vous les verrez mes projets. Du coup, ce qui m'emmène à la dernière question. Quelle vision souhaites-tu apporter au monde? Honnêtement, quelle vision je souhaite apporter au monde? C'est la vision que Dieu a donnée au pasteur André Lasme et à la prophétesse Mireille Lasme. C'est la vision de l'amour et du pardon. La dernière fois, je parlais avec une amie à moi et elle me disait, c'est dingue ton changement depuis 2020. J'étais avant quelqu'un d'énormément stressé. C'est pas aujourd'hui le témoignage, hein. Viendra la vidéo où je témoignerai de ce que cette vision de l'amour et du pardon a fait dans ma vie, l'impact que ça a eu, comment ça m'a donné une paix. On me disait tout le temps qu'il fallait faire des études pour réussir. J'avais l'impression d'être une moins que rien. J'avais l'impression qu'en France, si t'as pas un bac plus 5, tu vaux rien. Et du coup, j'avais tout le temps le syndrome de l'imposteur. À chaque fois que je parlais à mes amis, j'étais en mode, purée, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma vie. Et mes amis, c'était en mode, mais t'es sérieuse? Et juste parce que des fois, j'ai fait des mauvais choix. Là, je parle de mon parcours scolaire, donc on va pas parler de ma vie personnelle. Juste parce que j'ai pas fait tout correctement, je me suis jamais sentie légitime, alors qu'en fait, je le suis. Et je voyais pas la valeur que j'avais avant
Quand on me parle de ce message de l'amour et du pardon, j'étais tout le temps dans la frustration, j'étais tout le temps dans la comparaison, j'avais toujours l'impression de ne pas faire assez. Et d'ailleurs, en parlant du pasteur André Las, il a sorti un livre qui s'appelle Le chemin du pardon, où lui, il explique ce que le pardon a fait dans sa vie. Et je vous invite vraiment à le lire. Normalement, au moment où je poste cette vidéo, le livre est disponible. De toute façon, en bio, je vais vous mettre le lien du livre. Faites-vous un avis vous-même. Il n'y a vraiment pas de hasard. Pourquoi je crois au plan de Dieu parfait pour moi? Tous les choix que j'ai faits, ça m'a emmené à être là où je suis aujourd'hui. Si quand j'étais au collège, tu m'avais dit que je ne serais pas docteur et que j'aurais été directrice de production, je t'aurais dit, mais tu dis n'importe quoi. Si tu m'avais dit au collège que j'aurais été modèle photo, je t'aurais dit n'importe quoi. Si tu m'aurais dit au collège que j'aurais fait la direction artistique, je t'aurais dit n'importe quoi. Et en fait, tout ce que moi j'ai vu comme des échecs, l'hospitalisation, le fait que j'ai raté mon BTS, bah ça s'est transformé en des bénédictions dans ma vie. Et pour moi, ça c'est la preuve qu'en fait, Dieu, il a toujours guidé pour que je sois au bon endroit, au bon moment. Maintenant, est-ce qu'un jour je vais reprendre les études? Peut-être. La vie est pleine de surprises. À tout moment, dans 10 ans, les gars, un doctorat, non je rigole. Pas un doctorat, je me vois pas dans ça. Puisque je vais avoir 30 ans que je et justement, Dieu m'a aidé à sortir de ça aussi. Cette pression sociale de à un certain âge, à un tel âge, tu dois avoir telle chose. Si à 35 ans, je reprends mes études, soyez pas choqués. Pour l'instant, c'est pas dans mes plans, mais soyez pas choqués. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je suis hyper contente parce que je pense à la petite Jenny de 16 ans qui pensait qu'elle allait mourir, qui voyait les autres avancer, elle avait l'impression qu'elle ne valait absolument rien. Aujourd'hui, faire des choses qu'elle aime, je suis tellement heureuse de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce qu'il fait dans ma vie et de ce qu'il va encore faire. Puis, je suis émue en fait, ça me fait quelque chose. On va pas pleurer sur YouTube au bout de la troisième vidéo, faut pas abuser quand même. Et je pense que c'est le meilleur moyen de terminer cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Comme je disais au début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Sur Instagram, je montre un peu plus mon quotidien. J'essaye, en tout cas, de le faire au mieux que je peux. C'était le premier épisode Deep Talk, en fait. Et je suis toute seule, il n'y a pas de guest. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!